Bonjour, on va découvrir ensemble le terme Acha bema yaskinan. Acha bema yaskinan est un terme qui fait partie de la catégorie des mots de liaison. Il me permet de me situer, de découper le texte, d'arriver à comprendre est-ce que je suis dans une question ou dans une réponse. Tout d'abord sa traduction, Acha bema yaskinan. Acha veut dire ici, bemai, dans quoi askinan nous traitons, de quoi on parle. Alors dans le texte, on verra qu'il est traduit par Acha bema yaskinan. Ici, on parle d'un cas particulier ou etc., etc. Alors, comment ça se passe concrètement dans le texte? Alors, comme on l'a déjà expliqué déjà, il y a dans le Talmud un va-et-vient de questions-réponses. Il y a une source, ensuite il y a quelqu'un qui vient poser une question, ensuite un deuxième qui va répondre, et il y a un jeu qui se fait entre ces questions-réponses jusqu'à ce qu'on arrive à un moment à éclaircir la source de départ pour arriver en fait à comprendre bien le texte et arriver à une loi précise. Alors, il se peut des fois que quand la première personne qui va parler a une opinion ou une interprétation, on la contredit en disant mais tu vois que ce que tu dis c'est pas vrai parce qu'il y a une source, qui vient et qui contredit tes paroles. À ce moment-là, il y a plusieurs possibilités de se défendre. On peut très bien dire que cette source, en fait, elle n'est pas validée, elle est fausse. On peut dire qu'en fait, cette source, elle est valide, mais en réalité, elle ne parle pas du même cas qu'on est en train de parler. Donc en fait, je vais faire une distinction. Je veux dire, moi je parle d'un cas et toi tu parles d'un autre cas. Donc en fait, la source ne vient pas me contredire. Et il y a une possibilité de dire aussi que je suis d'accord avec toi, la source, elle parle a priori du même cas. Quand on la lit, on a l'impression qu'elle parle du même cas que moi, mais en réalité, je vais te dire, elle parle d'un cas particulier. Et c'est exactement ce que le Acha bema yaskinan, ici de quoi nous traitons, de quoi il s'agit, vient faire. Il vient en réalité repousser celui qui a posé une question en disant mais en fait c'est pas vrai, la source que tu m'as rapportée, elle me parle d'un cas particulier. En araméen, on appelle ça une okimta. Une okimta, ça veut dire on établit que. C'est très courant dans le Talmud. Très souvent, quand on veut arriver à se défendre, on veut garder une opinion et que quelqu'un nous attaque, alors on dit il faut que tu sois sûr à 100% que ta preuve, elle est juste, qu'elle parle exactement du même cas, parce que si c'est pas le cas dans lequel on est en train de parler, alors ta question, elle n'a pas lieu d'être. Et très souvent, pour défendre une opinion, on va repousser. On va dire qu'en fait, on parle d'une okimta. On établit qu'on parle d'un cas différent. Alors, on va essayer de voir un cas concret dans le Talmud. Donc, vous avez dans le traité de Gittin, Masechet Gittin, Aïn Chet, page 78 Aleph. Donc, vous avez la Mishnah là-bas, elle dit Aïta omedet bereshut arabim, bezorkola karovla, megoreshet, karovlo, ena megoreshet. Mertsa, mertsa, megoreshet, vena megoreshet. Alors, la traduction de la Mishnah Aïta omedet bereshut arabim. Donc, on parle des lois de divorce. La femme se trouvait dans le domaine public. Comme nous, on sait, la mitzvah de la Torah, quand on divorce une femme, c'est de donner l'acte de divorce, qu'on appelle le get, dans la main de la femme. Donc cet acte de divorce doit être donné dans la main de la femme ou dans le domaine qui lui appartient. Alors maintenant, elle se trouve dans un domaine qui est public. La Mishnah va parler d'un cas de figure où il aurait posé cet acte de divorce, ce get, proche ou un peu éloigné d'elle. Et quel va être le cas? Alors, la Mishnah, elle dit, Zarko, là, il lui a jeté Karovla, si c'est proche d'elle, donc on parle en fait que c'est dans les 4 amot, dans les 4 coudées de la femme. Megoreshet, si c'est proche d'elle, elle est Megoreshet, elle est divorcée. Karovlo, si quand il a jeté, c'est plus proche de lui, Ena Megoreshet, elle n'est pas divorcée. Mertsa, mertsa, si c'est moitié-moitié, Megoreshet, Vena Megoreshet. C'est-à-dire qu'on est dans un cas de Safek. On ne sait pas quoi faire, on est en doute. Et aussi concernant les lois de mariage. C'est-à-dire quelqu'un qui marierait une femme en lui donnant une bague, ça serait exactement le même principe. Et aussi concernant une dette. Si par exemple quelqu'un donne un papier
dans lequel il s'engage à rembourser, où il écrit comment ça s'appelle, la dette qui doit à son créancier, alors à ce moment-là, on aura exactement le même principe. Si c'est proche de lui ou si c'est pas proche de lui. Il y a marqué dans la Mishnah, Vechen li'inyan achov, et c'est pareil concernant la dette. À Marlo, il lui a dit, Baal chovo, il lui a dit, le prêteur, Zarko li, jette-le-moi, chovi, ma dette, Vezarkolo, et il l'a jeté. Karov, l'a malvé, si c'est proche de celui qui a prêté l'argent du prêteur, Zacha a malvé. Alors si c'est proche du prêteur, alors le malvé en question, il a acquis. Karov, l'a lové. Par contre, si c'est proche de celui qui a emprunté, a lové chayav, donc le lové en question, il est toujours obligé de rembourser la dette. Ça s'appelle qu'il n'a pas remboursé sa dette puisque le papier n'est pas encore arrivé chez le prêteur. Merza al merza, si c'est moitié-moitié, shneem yachloko, alors dans ce cas-là, il faudra qu'il partage cette fameuse dette. Ici, on parle évidemment d'un cas de figure où le papier n'est plus présent. Donc, le papier a été jeté par terre et il a disparu. On veut savoir si au moment où il a été posé, alors le prêteur a reçu sa dette et donc l'emprunteur, il est quitte, ou alors non. Et donc c'est pour ça qu'on veut savoir si, quand c'est proche ou quand c'est éloigné, il a acquis ou il n'a pas acquis ce fameux papier. Donc en résumé, cette Mishnah me parle de 3 sujets, me parle de ce qui concerne les lois de divorce, ce qui concerne les lois de mariage et ce qui concerne les dettes. Alors la Gemara, hein, dans la page Amoud Bet, on a un texte au milieu de la page qui rapporte Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Les gitin amrou velo le davar acher. Ils nous disent que quand on a parlé dans la Mishnah, on a parlé concernant des lois de divorce, mais on n'a pas parlé d'autre chose. La Gemara s'étonne de ces propos. Itive, on vient en objecte en rapportant une source. Itive Rabbi Abba et Rabbi Assi. Vechen linyan kiddushin. Pourtant, il y a marqué dans le traité de Gitin, comme on vient de voir dans la Mishnah, Vechen linyan kiddushin. C'est aussi valable dans les lois de mariage. Alors comment toi tu peux me dire que ça ne concerne pas, ça ne concerne que les lois de divorce et pas les lois de mariage? Shane Atam, elle répond la Gemara, c'est différent là-bas. Pourquoi Dirtiv vayatsa vayatsa veyaita. Vayatsa veyaita, c'est-à-dire, on a dans le verset de la Torah, elle sortira, elle rentrera. On parle de la femme qu'on divorce et de la femme qu'on marie. Et dans la Torah, on a juxtaposé la femme qui est divorcée et la femme qui est mariée. Étant donné qu'il y a une juxtaposition, la Gemara dit c'est différent. C'est vrai que normalement ça marche que pour les lois de divorce, mais étant donné qu'il y a une juxtaposition dans la Torah, comme on le sait, une juxtaposition a la force de réunir 2 sujets, même si a priori ils sont différents. Donc ici, on va en réalité dire que malgré que les kiddushin, les lois de mariage devraient être différents, mais étant donné qu'ils sont juxtaposés dans le texte avec les lois de divorce, alors ils auront la même loi. Alors, on va juste faire une pause ici pour expliquer quelle est la raison que les lois de divorce, on pense qu'il n'y a que dans ces lois-là que ce din, cet halakha, s'applique concernant la femme. C'est parce que Rashi nous explique que quand je vais déposer le guet qui va être proche d'elle, malgré qu'elle va pas le prendre dans la main, on a une logique de penser que, étant donné que la femme est divorcée contre son gré, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, elle est divorcée, donc il suffit que cet acte de divorce soit posé proche d'elle pour qu'elle l'ait déjà acquis. Mais concernant les autres lois, alors on ne le dira pas. Et c'est pour ça qu'en fait la Gemara, elle vient avec les lois de mariage en me disant non, tu sais, même dans les lois de mariage ça marche. Mais pourquoi ça marche? En réalité, c'est parce qu'il y a cette fameuse juxtaposition qui est entre les deux. Donc jusque-là, on a expliqué les lois de divorce et les lois de mariage. La Gemara, elle dit, pour les autres cas, a priori, si je suis ce que a dit Rabbi Yochanan, ça ne devrait pas marcher. Itive, pourtant on rapporte encore la suite de la source, donc de la Mishnah, Vechen li'inyan achov, et aussi concernant une dette. Il y a marqué dans la Mishnah, Zarok li chovi, jette-moi ma dette, Vezarkolo, et il lui a jeté.
Karov, la malvé, si c'est proche du malvé, du prêteur, Zacha, à lové. Alors dans ce cas-là, le lové, il est acquis de sa dette. Karov, la lové. Par contre, si c'est proche du lové, le lové, il est chayav. Le lové, l'emprunteur, il est chayav. Si c'est proche de l'emprunteur, il est chayav. Merzal, merza, si c'est moitié-moitié, shneem, yachloku, les deux, ils vont partager. Donc tu vois bien que ce que tu dis, Rabbi Yochanan, ça ne colle pas avec la source qu'on a rapportée, puisqu'on voit dans cette source que même concernant les dettes, cette histoire de proximité, elle fonctionne. Donc comment tu t'arranges? Comment ton concept que tu nous as enseigné, il peut marcher? La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Acha bema yaskinan. Voilà ici de quoi on parle. Donc, nous, on sait déjà, de la manière dont on a expliqué le Acha bema yaskinan, qu'on va en réalité dire qu'on parle d'un cas particulier. Ça veut dire qu'on va prendre cette source et on va dire, t'as raison, j'ai entendu ce que tu me dis, mais en réalité, ça parle de quelque chose d'autre. On va faire comme si on mettait un peu une balle en touche. On va essayer d'expliquer que ce n'est pas vraiment un problème pour ce que dit Rabbi Yochanan. Comment on va le faire? Alors la Gemara dit, d'Amarle, ici on parle d'un cas de figure. Dans la Mishnah, on parle d'un cas de figure, d'Amarle, Zarok li chovi, Vetipater. Il lui a dit, jette-moi ma dette et sois pas tour. Il lui a pas dit juste, jette-moi ma dette. Il lui a dit, jette-moi ma dette et à ce moment-là, tu seras pas tour. Et donc, il n'y aura pas de problème. À ce moment-là, comme moi, je vois que la Gemara, elle m'enseigne ce cas de figure, alors je comprends que maintenant, c'est plus une question sur Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yochanan, il dit que, en général, quand on jette une dette, alors à ce moment-là, étant donné qu'il faut que la personne l'accepte pour qu'il acquiert ce fameux papier, donc tant qu'il l'a pas pris dans les mains, ça ne marchera pas. Le fait que ça soit proche, ça ne règle en rien et ça n'aide en rien pour pouvoir faire l'acquisition. Ce qu'on voit dans les lois de divorce, Gittin et Kiddushin, de divorce et de mariage, alors ça c'est différent. C'est parce que là-bas, on est parti des lois de divorce, que là-bas la femme est divorcée contre son gré et après on a une juxtaposition. Mais concernant les dettes, ça, il n'y a absolument rien à voir, ça ne peut pas marcher, ça ne fonctionne pas. Ah, comment ça se fait que ça fonctionne ici? Ça fonctionne ici parce qu'on parle d'un cas particulier. Parce que la Mishnah ici, elle nous a enseigné un cas particulier où lui-même, quand il lui a demandé de jeter la dette, il lui a dit « Jette-moi la dette et au moment où tu vas faire ça, tu ne seras pas tour. » Donc si on parle d'un cas particulier, dans lequel il lui a dit précisément, alors c'est normal que dans ce cas-là, il soit pas tour de rembourser, il soit quitte par rapport à cette dette si c'est proche du prêteur. Donc voilà un cas de figure dans lequel le Acha bema yaskinan intervient. Donc vous parlerez toujours de ce qu'on appelle en araméen une okimta. Une okimta, ça veut dire on a établi un cas particulier. Il y a un deuxième exemple dans le même traité, dans Masachet Gittin, d'Aftet Amud Aleph. Vous avez une Mishnah qui dit « Amevi get memedinatayam ». Donc quelqu'un qui apporterait un contrat de divorce, memedinatayam, c'est-à-dire dans le dehors d'Eret Israël, Veno Yachol Lomar, et il ne peut pas dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Il ne peut pas dire la phrase que tout envoyé devait prononcer. Devant moi, ça a été écrit, devant moi, ça a été signé. C'était une phrase qui était importante quand on apportait des lois, des actes de divorce, quand on les apportait d'en dehors du pays, alors il fallait que le messager, celui qui vient apporter ce fameux contrat, il stipule clairement, devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé. Ici on parle d'un cas de figure, ve'eno yachol, il ne peut pas dire cette phrase. Im yesh alav edim, s'il y a sur le papier, sur l'acte de divorce, des edim, des témoins qui peuvent reconnaître leur signature, yitkaim bechotmav, alors on va établir ces signatures, on va établir ce papier en fonction des signatures. C'est-à-dire qu'on prendra les signatures et on dira, on va chercher les témoins, et les témoins vont prouver que en fait, ce papier il est valide. On ne continue pas la Mishnah, on passe directement à la Gemara. La Gemara pose une question, elle dit « Mai eno yachol » Qu'est-ce que ça veut dire eno yachol? De quel cas on parle? Il ne peut pas. Il ne peut pas dire cette phrase. De quoi on parle? Il est ma, si tu veux me dire, cheresh, si tu me parles de quelqu'un qui est sourd, muet, cheresh, c'était quelqu'un qui n'entendait pas et qui ne pouvait pas parler.
Cheresh, la Gemara pose une question, ce sourd-muet en question, bar atouye gitahu, est-ce qu'il a la possibilité d'emmener un papier comme ça? Ve'atnan, pourtant il est enseigné dans une Mishnah, donc on rapporte une source. Akol ksherin, tout le monde est kasher, tout le monde a la possibilité, le'avi et taget, d'apporter ce papier de divorce, chutz en dehors, cheresh, shoté, vekatan, en dehors de celui qui est cheresh, sourd-muet, shoté qui est fou, katan qui est petit. Ces trois personnes ne peuvent pas apporter l'acte de divorce. Donc, si on parle d'un cheresh, comme tu me l'as dit, d'un sourd-muet, c'est pas possible. On a une Mishnah qui contredit ça. Amar Rav Yosef, il vient pour répondre, Acha bema yaskinan, ici on parle d'un cas particulier. Donc encore une fois, on va parler de ce qui s'appelle une okimta. On va établir la Mishnah, on va l'établir dans un cas particulier. Comment? Kegon, comme par exemple, chez Natnula, ils lui ont donné le guet à la femme, que chez Pikar, il avait toute sa tête. Velo ispik lomar, et il n'a pas eu le temps de dire Befanai nirta ou Befanai nirtam, de dire cette fameuse phrase. Ah, Chinitraraj, c'est ce qu'il est arrivé, il est devenu sourd-muet. C'est-à-dire qu'il a eu un passage où il était en bonne santé, un passage où il est devenu sourd-muet. C'est de ça qu'on parle. Comme ça, il explique Rav Yosef. Alors ici, un petit peu différemment de ce qu'on a vu dans le premier exemple, il faut comprendre que le principe, il est le même dans le fond. C'est-à-dire que on n'a pas quelqu'un qui est venu avec tout d'abord une théorie et qui pensait quelque chose, et après on l'a contredit. Ici, on a fait une proposition. Et pour pouvoir tenir cette proposition, on a utilisé ce qui s'appelle le Acha bema yaskinan. On a essayé de proposer qu'on parlait d'un sourd-muet. On voit que c'est un problème. Et bien Rav Yosef, il dit non. En fin de compte, on peut continuer cette proposition en disant qu'on parle dans notre Mishnah d'un cas particulier. Mais en réalité, quand on le met, on l'explique bien et on le met bien en avant, en réalité, c'est exactement le même principe que ce qu'on a vu dans le premier exemple. C'est-à-dire que à chaque fois, vous allez avoir une théorie qu'on va vouloir défendre. Là, ici, on veut défendre le fait que on parle de quelqu'un qui est sourd-muet. Seulement, on l'a présenté par « si tu veux me dire que c'est un sourd-muet ». Mais en réalité, c'est ça qu'on voulait faire. En réalité, c'était la direction dans laquelle on voulait aller. On voulait parler de quelqu'un qui était sourd-muet. Donc, à ce moment-là, la Gemara dit « mais tu peux pas le faire, c'est pas possible, puisque tu vois bien que ça contredit une source. On rapporte une source qui contredit tes paroles. » Pour pouvoir arriver à se sortir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le Echa bema yaskinan pour dire, ici on parle d'un cas particulier. Dans ce que moi je t'ai expliqué, qu'on disait qu'on parlait d'un sourd-muet, oui on parle d'un sourd-muet, ça peut marcher. Comment? Au début, il était bien, au moment d'apporter le papier, et au moment de parler, une fois qu'il a fait l'acte de donner, alors à ce moment-là, il est devenu cheresh, sourd-muet, et il n'a pas pu sortir befanai nirtam ou befanai nirtam de sa bouche, et donc, on a un problème, on ne sait pas quoi faire. Alors, à ce moment-là, la Mishnah va me dire, tu prends ce papier, tu prends les témoignages qui sont sur le papier et tu vas établir en fonction des témoignages, en prenant les témoins qui se sont portés témoins sur ce papier, et tu vas établir l'acte de divorce à travers ces témoignages. Donc, vous avez vu deux exemples du Acha bema yaskinan, qui est ce qui s'appelle une okimta en araméen, qui me permet à moi, qui vient de donner une théorie, de me défendre quand on vient me rapporter une source. Je vais repousser la source sur laquelle on m'a posé une question, avec laquelle on m'a posé une question. Cette contre-preuve, je vais la repousser en disant qu'en fait, elle parle d'un cas particulier. Et ça arrive très souvent dans le Talmud, vous en verrez plusieurs. Et à chaque fois que vous verrez Acha bema yaskinan, vous pouvez savoir qu'il s'agit toujours de quelqu'un qui se défend et qui répond à la question qu'on lui a posée. Je vous remercie et à bientôt.